Avec ces voitures qui vont à fond la caisse, F1 est clairement le blockbuster old school de cet été qui vise une authenticité de la conduite qui n'est pas sans rappeler celle de Top Gun Maverick avec ses gros navions. Ça tombe bien, c'est fait par le même réalisateur, mais est-ce que ça suffit à en reproduire le miracle? La piloter cette voiture. Même si je dois en crever. J'y suis prêt. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va causer d'un des blockbusters qui me rendait le plus curieux cet été, à savoir F1, le film. Alors oui, il y a la présence de Brad Pitt en vieux baroudeur crasseux de l'asphalte, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il soit réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur de Tron Héritage, d'Oblivion et surtout de Top Gun Maverick. Le film a d'ailleurs été lancé avec le producteur Jerry Bruckheimer pendant que les deux mecs faisaient ensemble Top Gun 2, et on sent que Kosinski s'est servi du savoir-faire acquis sur Top Gun pour réaliser F1, avec ses caméras labellisées IMAX vissées sur de vrais véhicules qui vont très vite. Le but, c'est de ressentir au mieux la sensation de vitesse et de transposer via le cinéma une adrénaline que seule une poignée de personnes dans le monde ont la chance d'expérimenter. Pour le dire simplement, c'est presque aussi bien que Top Gun Maverick sur le plan technique, et je reviendrai sur le presque, mais le problème c'est que F1 essaie de raconter une histoire, et je dis bien essaie. Mais avant d'entrer dans le détail, j'ai un petit mot à vous dire. Avec F1, on parle d'un film tourné avec des caméras labellisées IMAX qui ont une résolution de fou furieux. Je suis très sensible à la qualité de ces images, comme sur Top Gun Maverick d'ailleurs, et pour le remater à la maison, c'est important d'avoir une bonne télé. Ça tombe bien, cette vidéo est faite en partenariat avec sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est nos camarades experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Et en ce moment, c'est le début des soldes, et vous pouvez notamment en profiter sur sonvideo.com sur la télé LG OLED 65 G4, qui a déjà le mérite de ne pas avoir un nom à rallonge ridicule à prononcer. Comme on est sur de la technologie OLED, le top du top actuel, elle vaut 1990 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction directe de 200 €, ce qui la fait passer à... Attendez, j'arrive... Alors, nanana... ça fait 1790 €. J'ai fait des études littéraires, me jugez pas. Ce qui fait de la technologie OLED la meilleure du marché, c'est qu'il s'agit d'une dalle avec plein de diodes, ce qui fait que chaque pixel, et même chaque sous-pixel, génère ou pas sa propre lumière. Il n'y a pas besoin de rétroéclairage, donc ça permet des écrans toujours plus fins, et surtout, c'est une approche qui permet les meilleurs contrastes de couleurs que vous pouvez avoir à l'heure actuelle sur une télé, notamment pour ce qui est de la profondeur des noirs. Là en plus, on parle de 164 cm de diagonale, d'un système compatible avec toutes les formes de HDR, dont le Dolby Vision, et niveau son, les enceintes intégrées font très bien le taf, au point de s'adapter aux programmes disponibles en Dolby Atmos. LG a d'ailleurs sa technologie Wow Synergy qui permet de spatialiser au mieux le son si vous ajoutez à votre système d'autres enceintes LG. Et si vous êtes gamer, il y a la prise en charge des jeux vidéo jusqu'en 4K en 144 Hz, donc à peine rentré de votre séance de F1, vous pouvez retrouver vos sensations de vitesse sur Mario Kart World, mais avec plus de petites carapaces et de rage, bien entendu. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description pour profiter de cette promotion, en sachant qu'il y en a plein d'autres sur le site de sonvideo.com. Alors pour parler de F1, il y a un truc que j'ai envie d'évincer maintenant parce que ça va sans doute faire partie des débats autour du film, mais perso je veux pas y passer trop de temps non plus. Cette question, c'est le réalisme du film dans la retranscription de la Formule 1 et surtout de ses règles. Pour tout vous dire, je suis allé voir le film avec Alexandre en projection presse. Alors moi j'y allais surtout pour mon affinité avec le cinéma de Joseph Kosinski et Alex parce qu'il suit d'assez près la F1. D'ailleurs sur le site d'Écran Large vous pouvez retrouver sa critique en sachant qu'on partage le même avis. En tout cas même en tant que profane, il y a plusieurs moments dans le film où Sonny Hayes, le personnage de Brad Pitt, tente des manœuvres et des stratégies un peu limites pour qu'on nous montre qu'il est très malin, et ça m'a amené plusieurs fois à me dire mais attends, on a le droit de faire ça en F1? Ce à quoi Alexandre m'a gentiment dit en sortie de projection mais c'est n'importe quoi. Ça peut paraître bizarre étant donné que F1 s'assume comme une pub totale pour le sport, ses coulisses et même plus généralement son écosystème qui a permis à Kosinski et ses équipes d'avoir accès à de vrais championnats et de vrais circuits pour tourner. Mis à part le personnage de Brad Pitt, son binôme, le rookie Joshua Pierce, et leur écurie Apex GP, tous les noms ou les marques évoquées existent dans la vraie vie, à commencer par Lewis Hamilton, qui est également producteur du film. Et pourtant, F1 ne peut pas s'empêcher d'adapter le fonctionnement de la Formule 1 à des préceptes hollywoodiens quand ça l'arrange. Ce qui reflète au fond le principal défaut du film,
Son écriture est clairement celle d'un film des années 80-90, comme Jerry Bruckheimer pouvait le faire plus ou moins bien à l'époque. Sauf que dans ce cas présent, c'est là que le moteur tousse. Bon, ça c'est un bon cliché de la critique que d'utiliser le champ lexical du film pour le qualifier plus ou moins méchamment. Alors je vais pas me priver pour autant, mais du coup je vous propose de mettre un petit compteur de mes expressions nulles liées à l'automobile pour voir jusqu'où je peux aller dans le mauvais coup. Alors je tiens à préciser que le côté old school du scénario, c'est pas un problème en soi. C'est même une donnée assez évidente du cinéma de Joseph Kosinski, fait de structures narratives assez évidentes, de références claires et d'héritage nostalgique qui poussent toujours les personnages à regarder dans le rétroviseur. Et je trouve qu'il a souvent des questions intéressantes à poser sur le poids de cet héritage. Qu'est-ce qu'on crée ? Et surtout, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Chez Kosinski, il y a toujours des professeurs ou des démiurges confrontés à de nouvelles générations et qui doivent assumer leurs responsabilités. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais quand c'est bien fait, ça marche. Et justement, Top Gun 2, ça a marché. Non seulement grâce au bagage émotionnel du film original, mais aussi parce que Tom Cruise, qu'on sait très impliqué dans l'écriture de ses films, a amené le projet, je pense, dans la bonne direction. Pour se montrer en dieu vivant et pilote hors pair, il fallait capturer ce sens de la magie, cette espèce de suspension, voire de transe lors du pilotage des jets. En bref, revenir à la vulnérabilité totale des corps humains dans la machine pour accentuer leur talent, mais aussi leur imperfection. F1 veut clairement faire la même chose, mais ça passe par des codes beaucoup moins travaillés et approfondis. Brad Pitt joue le vieux connard égoïste mais super doué pour essayer de sauver l'écurie de son ami, joué par Javier Bardem, qu'il risque de perdre s'il ne gagne aucune course. Il y a là-dedans la question des traumas du passé qui ressortent, et même la place malvenue prise par la bonne grosse fierté masculine de Keke que le film voudrait déconstruire sans jamais vraiment y arriver. Parce qu'au fond, F1 veut quand même passer par le « c'était mieux avant » en montrant que les méthodes à l'ancienne de Brad Pitt sont bien plus efficaces que l'entraînement technologique et déshumanisant de Joshua, qui lui ne fait pas de vrai footing comme un bonhomme. Et puis surtout, c'est bien gentil de nous rappeler que le monde de la Formule 1 est encore majoritairement masculin, mais il y avait peut-être mieux à faire avec le personnage de Kate, joué par Kerry Condon, qui s'avère être la première directrice technique de l'histoire de la discipline. On veut bien nous montrer sa valeur, mais techniquement dans le récit, sa fonction, c'est quand même d'être le love interest un peu facile de Brad Pitt. On peut parler là d'une petite tête à queue artistique. Je crois que cette phrase n'est pas à sortir de son contexte automobile par contre. Après, je vais être honnête, ce côté ouvertement désuet a aussi son charme. Parce qu'en tant que production de Jerry Bruckheimer, le film appuie sur le champignon niveau kitsch. Je pense notamment à la musique bien bourrine d'Hans Zimmer qui mixe ses sonorités électro-orchestrales à la Dark Knight avec les synthés qui ont fait sa renommée dans les années 90. Ça a la finesse d'une tractopelle, mais je mentirais si je disais que ça ne m'avait pas galvanisé à plusieurs reprises. D'autant que vous pouvez ajouter à ça des montages d'entraînement bien clipesques et rythmés par la playlist jukebox du moment. Ça va de classiques archi prévisibles comme Led Zeppelin aux nouvelles chansons pop composées pour le film par Ed Sheeran ou Don Toliver qui me rappellent la belle époque où Aerosmith s'époumonait sur les couchers de soleil de Michael Bay dans Armageddon. Don't wanna close my eyes. Don't fall asleep. Bref. Le problème, c'est que quitte à péter une durite, oui, c'est un terme automobile à la base, j'aurais aimé que le film y aille à fond et exploite au maximum les clichés du film de sport. Sauf que F1 reste finalement très en surface, y compris sur ce qui semble l'intéresser en premier lieu. Toute la technique du film, pensée pour l'immersion du spectateur, tient à marquer ces moments de pure concentration, où l'esprit des pilotes est pleinement focalisé sur les courses. Ça rejoint la fameuse théorie du flow, quand l'état de grâce est tel dans l'accomplissement d'une tâche que vous avez l'impression de voir votre corps réagir avant votre cerveau. Bon, ça par exemple, Brad Pitt l'évoque une fois à la fin du deuxième acte, ça revient de manière cliché dans le climax, et c'est à peu près tout. Contrairement à Maverick, Sonny Hayes n'a que peu d'évolution. Et même si c'est un peu le discours du film que de le ramener à la ligne de départ en permanence, ça manque d'incarnation. Et je trouve aussi que le scénario laisse de côté le paradoxe qui est pourtant au cœur de son concept. Sonny passe le film à dire qu'il conduit pour lui, à traquer ce flow qu'il a pu ressentir dans ses grandes années de pilote. Donc ça reste un truc intime, voire introspectif, alors que les enjeux du film tournent autour d'une écurie à sauver et d'un sens du collectif à retrouver. En même temps, là où Top Gun Maverick avait pour lui plusieurs scénaristes, dont le protégé de Tom Cruise, Christopher McQuarrie, réalisateur des dernières Missions Impossibles, F1 a officiellement été écrit seul par Ehren Kruger, qui bon, a pondu quelques trucs sympas, mais disons que ses plus hauts faits d'armes restent Transformers 2, Transformers 3 et Transformers 4.
Et vous connaissez mon amour des films Transformers, mais c'est pas vraiment du côté du scénario que je les défends. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, je tiens quand même à préciser que j'ai passé globalement un bon moment devant F1. Et que ça tient grandement à la place du film dans la carrière de son réalisateur. Comme je le disais, j'ai une grande sympathie pour Joseph Kosinski, même si paradoxalement, il n'a signé, à mon humble avis, aucun grand film. Que vous preniez Tron l'héritage ou Top Gun 2, il y a toujours au moins un petit truc qui coince, mais que je finis par pardonner ou oublier. Pourquoi ? Parce que Kosinski compose comme peu de cinéastes ses univers, aussi bien sur le plan visuel que sonore. Et d'ailleurs, dans le cas de Tron, je dis ça comme ça, mais j'aurai plein de trucs à dire en vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse. Kosinski, il vient à la base du milieu de l'architecture, ce qui explique son goût pour la symétrie, les lignes de fuite affirmées et les espaces aux textures marquées. Ça lui a permis de se lancer dans l'infographie puis dans la publicité, où il a été repéré très vite pour la qualité de ses productions, notamment dans son emploi des caméras numériques. Il faut d'ailleurs souligner à quel point c'est rare de voir quelqu'un comme lui se retrouver catapulté sur une production Disney budgétée à 170 millions de dollars sans long métrage au préalable. C'est ce qu'on appelle partir sur les chapeaux de roue. Pourtant, il y a tout de suite eu une patte Joseph Kosinski, qui s'est affirmé sur Oblivion, sur Top Gun 2, sur Spiderhead, et même dans son mésestimé Only the Brave, ou Land of Fire en français, un film sur des pompiers qui combattent des feux de forêt dangereux. Dans tous ces films, il y a une sensation d'ampleur, alors que les humains se battent contre les éléments. Que vous preniez la grille de Tron aux allures de désert numérique, la terre post-apo d'Oblivion ou les grandes étendues de Line of Fire, il y a toujours une frontière à repousser, un travail de la ligne d'horizon qui strie l'image et qui contraste la symétrie de la nature à une géométrie manufacturée. De ce point de vue-là, Top Gun Maverick a fait évoluer le cinéma de Kosinski, en retournant sur elle-même cette ligne d'horizon au fil des loopings et autres manœuvres aériennes. On ajoute une troisième dimension dans ce rapport à l'espace, qui fait ressentir plus que jamais le poids de la gravité sur le corps des personnages. F1 est clairement dans cette continuité, et filme chaque circuit et chaque voiture comme si ces héros étaient en plein western à repousser la frontière d'un ouest fantasmé. S'il s'amuse au début avec un plan de drone spectaculaire qui fonce du lointain jusqu'à rejoindre le visage d'un pilote, c'est parce que le film passe son temps à rendre compte par une myriade de détails de la complexité du monde de la Formule 1 et de sa logistique. Dans ce contraste d'échelle permanent, la boucle du circuit est en réalité une ligne qui appelle à être dépassée encore et encore, comme si seule la vitesse comptait. Et ça, Kosinski sait le filmer comme personne. La ligne horizontale, c'est le futur, l'appel à mettre la gomme, tandis que la ligne verticale reflète la barrière, le frein. C'est pas forcément très subtil, mais cette ligne verticale, c'est notamment dans le film la cicatrice que Sonny Hayes a dans son dos, symbole de l'accident terrible qui a failli lui coûter la vie dans sa jeunesse. Il y a bien sûr dans la mise en scène de Kosinski les acquis de Top Gun, avec ses caméras embarquées sur le visage de Brad Pitt alors que l'environnement défile derrière lui. Mais le film, qui doit beaucoup au travail du directeur de la photographie Claudio Miranda, qui a fait tous les autres films de Kosinski, emplit tout l'espace des circuits avec clarté, dans un mélange habile entre vue aérienne et rapprochement des véhicules avec des objectifs au ras du sol. C'est toujours nerveux pour qu'on comprenne à quel point les manœuvres se font en une fraction de seconde, mais il y a toujours le souffle dans le montage qui permet de savoir où chacun se trouve dans la course à chaque instant. Je pense notamment à ce système permettant des mouvements panoramiques de l'avant à l'arrière des voitures, comme si la caméra se loquait sur la ligne d'horizon. Hyper classe. Il est important d'ailleurs de préciser que F1 a été intégralement tourné en IMAX numérique, ce qui fait que vous pouvez voir le film dans les salles labellisées avec un ratio d'image en 1,90 tout du long. C'est comme ça que nous on l'a vu, et franchement, je le dis, bon, vous savez que j'adore l'IMAX, mais ça fait la différence, justement parce que les lignes qui traversent les plans de Kosinski font encore plus ressortir le ciel et le sol. Après, je disais aussi que F1 n'arrive sans doute pas à créer le même effet de sidération que Top Gun 2, et ça tient à une raison simple. Les images de Top Gun avaient quelque chose d'inédit. On ne va jamais dans le cockpit d'un F-18. Alors que F1, bien qu'il ait façonné des outils de captation spécifiques pour le cinéma, reproduit pas mal d'angles qu'on voit dans les retranscriptions télé du sport. C'est pas un défaut en soi, mais ça retire forcément un peu de l'effet waouh visé par le film. En revanche, il y a clairement une élégance, une fluidité même qui fait plaisir dans F1. Comme si le film réussissait dans ses scènes d'action à prendre la corde. Promis, j'ai bientôt fini. Au-delà de son côté pub pour la F1, on plonge vraiment dans cet univers parce qu'il nous en fait ressentir la moindre texture. Des couloirs nacrés des loges de l'écurie aux baies vitrées de ses bureaux, en passant par le labo aux allures futuristes où les voitures sont fabriquées. Quand le film nous parle de la gomme des pneus ou des réparations au stand, on sent cet aspect palpable. Ce qui intéresse le réalisateur derrière la machinerie, c'est le geste humain, qui donne une importance certaine à ces suites d'inserts rapides où il est parfois question de dixièmes de seconde gagnés au stand.
Bon, je vais pas non plus vous dire qu'on est chez Robert Bresson, mais il y a dans cette dynamique du montage un rapport de cause à effet que je trouve assez réussi. Et puis il y a quand même une donnée sur laquelle je voulais terminer cette vidéo. À l'époque du premier Top Gun, Tony Scott avait bouleversé la manière de filmer des scènes de vol et avait implémenté là-dedans la dimension publicitaire de son style, avec ses couleurs très contrastées, ses longues focales très marquées qui écrasent les perspectives et les couches de plan, et la vivacité globale de son montage. Et quelques années plus tard, il a opté, toujours avec Jerry Bruckheimer et Tom Cruise, de se lancer dans Jour de tonnerre, un film de course qui reprenait finalement les préceptes de Top Gun. À l'époque de sa sortie en 1990, c'est même ce qui avait été reproché au film. Il était trop similaire dans sa structure et sa forme, quand bien même Scott avait là encore changé à tout jamais la manière dont on pouvait filmer des scènes de course. C'est d'ailleurs assez clair quand on voit le début de F1 à Daytona, qui prolonge les réflexions stylistiques de Tony Scott. Alors perso, j'adore Tony Scott, sans doute parce que c'est l'un des esthètes hollywoodiens les plus importants de son temps, peut-être même plus que son frère Ridley si vous voulez mon humble avis. Fuck you, go fuck yourself, go on. Et sa recherche de diffraction et de dilatation de l'espace et du temps dans des films comme Man on Fire, Domino ou Déjà Vu reste peut-être parmi les expérimentations stylistiques hollywoodiennes les plus avancées du début des années 2000. En faisant Top Gun Maverick, Joseph Kosinski avait conscience de cet héritage et a cherché un équilibre entre le style de Tony Scott et le sien, bien qu'ils partagent des similitudes. Mais au fond, en faisant F1 dans la foulée de Top Gun 2, Kosinski a fait son jour de tonnerre à lui, et affirme à sa manière sa mise en scène faite de symétrie, de texture immaculée et de nervosité dans le rendu des sens humains transcendés par la machine. Et un peu comme Tony Scott, il est souvent plombé par des scénarios hollywoodiens calibrés voire flemmards, mais qu'il parvient toujours à élever grâce à son sens de l'image. Et si en fait, Joseph Kosinski était le nouveau Tony Scott, moins dans ses effets que pour sa place dans l'industrie actuelle. En tout cas, ça expliquerait en partie pourquoi j'ai autant de sympathie pour le monsieur et pour F1 qui sent bon le blockbuster estival grisant malgré ses défauts les plus évidents. Et pour en finir avec mon compteur d'expression nulle, je dirais juste une chose: en voiture Simone. On vous le dit à chaque fois, mais contrairement au monde de la F1, l'état de la presse culturelle est pas vraiment au beau fixe. C'est pour ça qu'en tant que média indépendant, on a besoin de votre soutien. Alors déjà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, mais on propose également un abonnement sur le site d'Écran Large. Ça coûte quelques euros par mois, ça vous donne des articles exclusifs en contrepartie, et on peut continuer à proposer nos autres contenus comme ces vidéos, ou futures vidéos sur Tron l'héritage, gratuitement. Le lien est en description, et si vous êtes en manque de vitesse, vous pouvez retrouver ma vidéo où je reviens sur la course de potes de Star Wars La Menace Fantôme pour un autre type de Formule 1. Sur ce, à la prochaine. Ciao.